Évidemment, c'est la question qui est sur toutes les lèvres des marchés boursiers. On voit bien qu'ils sont sous pression depuis maintenant quelques jours, depuis la Fed. Et est-ce que le CAC 40, est-ce que les marchés boursiers peuvent à court terme rebondir? Ça paraît compliqué. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. On est cette position dure de la Fed qu'on a largement commentée ici, couplée, et c'est évidemment le corollaire à des taux sur les obligations souveraines américaines qui ont beaucoup monté. On est monté jusqu'à 4,49 sur le 10 ans américain. On n'a jamais touché les 4,5%, tant ce point est important et crucial. On est redescendu à 4,45 au moment où on se parle. Tout ça, c'est un mauvais cocktail, on l'a bien compris, pour les marchés actions. On a un S&P qui a perdu 3% la semaine dernière. C'est la pire baisse, vous me direz, depuis mars dernier, mais quand même. Oui, non, c'est vrai. Il y a une tension obligataire, mais il faut relativiser pour ce qui concerne l'Europe. L'obligataire européen résiste relativement bien, c'est-à-dire ne transmet pas l'intégralité du mouvement de la courbe des taux américains. Les spreads entre l'Europe et les États-Unis s'élargissent. Alors le corollaire, c'est que l'euro se déprécie contre le dollar. Mais globalement, le mouvement sur l'obligataire européen, les dettes souveraines, est plus atténué que ce qui se passe aux États-Unis. C'est un point important. Les taux, évidemment, c'est un point important. Après, quand on regarde d'un point de vue macroéconomique, notamment aux États-Unis, la croissance américaine, pour l'instant, hyper résiliente. Oui. On l'a tous souligné, on a tous été surpris. Et ça devrait rassurer les investisseurs. Et pourtant, non. Parce qu'il y a cette idée que la Fed, c'est ce que je pense, croient les investisseurs en creux, c'est que la Fed est perçue comme étant trop confiante dans sa capacité à réaliser cet atterrissage en douceur. Non, mais je pense que la Fed est telle... Elle ne nécessite pas donc de baisse de taux, spécialement en 2024 ou alors une ou deux. Voilà, c'est ça. Non, mais surtout, il y a quelque chose de très structurel après lequel la Fédérale Réserve court et tente d'expliquer. C'est la situation tout à fait symptomatique du marché du travail américain. Le marché du travail américain, je l'ai dit, je le redis parce que c'est un point saillant. Pourquoi le marché du travail américain c'est important? Parce que c'est la demande interne pour l'économie américaine, c'est la consommation, donc c'est important. Sur le marché du travail américain, il faut retenir que sur les 25 dernières années, avant le Covid, un chômeur rencontrait en moyenne une demi-offre d'emploi. D'accord? C'est à peu près le rapport moyen. Et aujourd'hui, un chômeur rencontre 1,4, 1,5 offres d'emploi. Ça n'a rien à voir. Et donc, entre guillemets, ça veut dire que le taux de chômage, on va employer un terme un peu jargonné du point de vue économique, mais le taux de chômage d'équilibre pour faire refluer l'inflation se situe probablement très haut. Donc ça veut dire on est à 3,8% au moment où on se parle. Voilà, c'est ça. Ça veut dire et un taux de participation qui s'améliore, mais qui n'est pas retourné sur les niveaux pré-Covid. Non, mais ça nous dit quoi, encore une fois ça veut dire que structurellement, la Fédérale Réserve doit avoir une politique plus restrictive que ce qu'ont connu les marchés sur les 25 ou 30 dernières années. Et c'est ça qui ne plaît pas. Et c'est ça qui ne plaît pas. Si la conjoncture est meilleure que prévu, ça veut dire des croissances bénéficiaires supérieures aussi. Donc c'est aussi ça qui pourrait l'emporter. Tout à fait. Je suis absolument, tu as totalement raison. On est d'accord, pas pour une fois, on est souvent d'accord, mais tu as absolument raison. Pourquoi c'est bizarre ça quand même. Oui, c'est bizarre parce qu'on a dans les facteurs de demande interne. Parce qu'on aurait une récession, on se dirait chic, ça fait baisser les taux, mais pour les croissances bénéficiaires, c'est une catastrophe. Mais oui, absolument. Et regarde sur la publication du PIB du deuxième trimestre de cette année aux États-Unis. La demande interne, contribution positive. La demande externe, le commerce extérieur, l'économie américaine est une économie déficitaire. Contribution positive à la croissance du PIB. La demande publique, contribution positive à la croissance du PIB. Donc tu as trois facteurs essentiels à la croissance économique américaine qui tendanciellement contribuent positivement. Et qui font 2% de croissance cette année. Voilà, donc les marchés ont anticipé une récession à la fin de cette année, au cours du premier semestre. Ça ne tenait pas la route. Alors après, on verra ce que sera l'année qui suit, mais pour l'instant, on a des facteurs de croissance. Et donc tu as raison, sur les marges des entreprises américaines, pour finir, le BLS, le Bureau de statistiques américain, le Bureau du travail, publie trimestriellement ou tous les semestres le niveau de rentabilité par secteur des entreprises américaines. On est quasiment au plus haut historique sur quasiment l'intégralité des secteurs. Donc ça veut dire qu'on a un sous-jacent. Donc quand tu as des créations d'emplois qui restent bonnes et des personnes morales que sont les entreprises qui ont un niveau de rentabilité élevé, tu as des facteurs là qui sont des facteurs de soutien. Par contre, évidemment, en termes de prime de risque, eh bien, tu as introduit un facteur d'incertitude que n'avaient pas connu les marchés sur ces 15-20 dernières années, qui est lié au régime d'inflation et au fait que le reflux de l'inflation
pose interrogation et va probablement être plus lent, donc va probablement conduire la Banque centrale américaine à être dans une position restrictive plus longtemps que prévu. Et les résultats, c'est important ces obligations sur la dette américaine, sous la dette souveraine américaine, on a du 4,5, un petit peu en dessous, de rendement. Et c'est vrai que c'est pas bon pour les actions. Enfin, je veux dire 4,5% de rémunération pour un risque qui est quasi nul. C'est normal qu'il y ait des reports vers les obligations souveraines et moins de flux vers les actions. Là, je suis moyennement d'accord avec ce raisonnement, mais bon, c'est le raisonnement du marché. Pour moi, les actions offrent un rendement réel. Donc, si on doit comparer en termes de rendement et de prime de risque, on doit comparer par rapport à un rendement réel du point de vue obligataire et pas un rendement absolu. Souvent, j'entends des comparaisons, rendement du dividende contre le rendement absolu d'une obligation. Quand les régimes d'inflation sont perturbés comme ils le sont aujourd'hui, il faut raisonner plutôt en termes réels. Donc, et en termes réels, on enlève l'inflation. Voilà, on déflate de l'inflation. Et donc à ce moment-là, on a un rendement réel sur le 10 ans américain qui se situe... à zéro, quoi. Non, pas à zéro, mais qui se situe à pas loin de 1%. Ouais, 1% positif et un rendement sur dividende sur la bourse américaine qui est légèrement inférieur à 3. Donc ça veut dire qu'en termes... Comment on arrive à ce chiffre-là, 3 ? En dividende. Le dividende, c'est 3 sur les actions. Oui, c'est ça. Mais 3 moins les 3,5 d'inflation, pareil. Non, parce que justement, les actions, c'est réel. Donc ça veut dire que c'est le cours et le dividende sont deux variables inflatées par l'inflation. Donc quand tu fais un rapport, tu calcules le dividend yield, c'est pas un dividend yield absolu, mais c'est un dividend yield par construction réelle. Ah ouais. Ouais, je sais que c'est une discussion, c'est très discuté, mais je suis statisticien de formation, si j'ose dire. Bon. Et donc c'est un point saillant. Mais bon, tu as raison, beaucoup de gens font des comparaisons en rendement absolu. Ouais. Mais non, le rendement proposé par les actions reste très intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le marché, si tu regardes la situation française, pourquoi diable, avec tous ces risques que l'on présente, l'indice français reste d'une incroyable stabilité depuis le début de l'année. Il y a une espèce de latéralisation. Depuis le mois de mars, il ne se passe plus rien depuis le mois de mars. Voilà, exactement. Parce que derrière, ce que j'appelle les sous-jacents macroéconomiques, c'est-à-dire les anticipations sur le chiffre d'affaires, la rentabilité des entreprises, restent incroyablement stables. Donc tu as des marges qui ont connu un infléchissement sur 2023 par rapport à 2022, mais sur 2024, elles sont légèrement revues en hausse et sur 2025, alors tu me diras 2025 c'est loin, mais elles sont encore revues en hausse. Donc ça veut dire que tu as tendanciellement des chiffres d'affaires qui sont en légère croissance, probablement 2-2,5%, des rentabilités qui s'améliorent, et ce qui fait que tu as des bases bénéficiaires qui vont continuer à croître sur 2024-2025, c'est ce qu'anticipe le consensus. Avec une extrême stabilité, ça n'a quasiment pas bougé depuis avril de cette année. Quoi qu'il arrive sur et donc, c'est facteur de soutien, ça, pour les bourses. Et bien voilà, exactement. Et en même temps, il y a aussi ces achats à bon compte, entre guillemets, mais c'est vrai qu'à chaque fois que les bourses se sont repliées, les investisseurs sont revenus en quête de bonnes affaires, de manière opportuniste. Ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça fasse exception. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc on se dit quoi alors en synthèse ? On se dit en synthèse que les niveaux actuels sont des niveaux qui restent... On a en expected return... 7150 points sur le CAC 40. Voilà. Le marché oscille de 2% au-dessus, 2% en dessous de ce niveau-là depuis quasiment 6, 7, 8 mois. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une très grande solidité en termes d'activité et de rentabilité. On ne voit pas d'érosion des marges. Les marges, je rappelle, sur les valeurs non financières du CAC 40 sont aux alentours de 14%, alors qu'elles étaient tendanciellement avant le Covid plus proches de 12-12,5%. Et elles sont revisées en légère appréciation, d'où la fameuse le leitmotiv inflation-profit, l'enchaînement par les profits. Inflation par les profits. Et donc ça, c'est un facteur de soutien. Donc on peut avoir tendanciellement une appréciation du marché aux alentours de 7-8% pour 2024 et à nouveau quelque chose très proche, à prime de risque. Ce qui va faire bouger les marchés, ce qu'il faut retenir, c'est regarder l'obligataire. Si on a une dégradation de l'obligataire, au fond, si on a un mouvement de l'obligataire américain qui passe de 4,50 à 5, puis 5,5, scénario catastrophe, oui, oublions. Ouais. Et ça impacte... On oublie les actions. Non, voilà, c'est ça. Il faut regarder cette variable clé. Et bien sûr, sa conséquence sur les marchés obligataires européens. Donc ça sera pénalisant. Donc, n'allez pas sur les marchés actions, puisque les primes de risque vont continuer à croître par ce mouvement-là. À l'inverse, si le niveau de 4,30 sur le 10 ans français est un niveau quasiment top. 4,30
Pardon, je dis une bêtise, pas 4,30, 3, tu as bien fait on est à 3,30, 3,32, 3,30, quelque chose. Sur le 10 ans, sur le 10 mais ans. par contre, si on est à 4,30, ça serait une mauvaise nouvelle. Ouais. Mais si on reste sur ce niveau-là, et puis on commence à refluer, hein, à ce moment-là, je ne veux pas dire c'est open bar, mais on a toutes les conditions pour que la prime de risque se détende à nouveau. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on finisse là-dessus, pour que les taux longs souverains américains et européens rebaissent? Il faut que l'inflation se calme. Voilà, il faut que la core inflation, c'est ça qui est déterminant. C'est l'inflation core, c'est-à-dire hors élément, parce que tu as parlé avec Alain Minc juste avant des mouvements sur le baril de pétrole. On ne sait pas la contamination à nouveau des prix du baril, la diffusion à nouveau dans l'économie. Ça, c'est hors core inflation, mais avec une core inflation qui a du mal à se détendre, notamment sur les secteurs des SRF. Si à nouveau on a une ressucée, une hausse à nouveau sur les matières premières thermiques, ça peut à nouveau relancer, reconduire à du pricing dans le secteur des services. Et à ce moment-là, oui, la core inflation va rester sur des niveaux élevés, ne va pas refluer. Et si elle ne reflue pas, ça va obliger les banques centrales à rester en position extrêmement restrictive. C'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas en Europe. En Europe, on ne peut pas vraiment dire que la BCE est en position restrictive. Hein, et alors, l'autre dernière bonne nouvelle, j'y ai pensé sur le chemin, voilà, comme quoi le ciel bleu offre des perspectives. L'autre élément favorable, c'est qu'on a vu que depuis quelques semaines, les secteurs cycliques et qui ont des faibles valorisations ont plutôt tendance à résister. Hein, et on voit plutôt que les secteurs grosses, valeurs de croissance, indexés sur la mondialisation, ont tendance à souffrir, secteur du luxe et autres. Pourquoi? Déjà parce que quand les PE de marché baissent, c'est plutôt à l'avantage des faibles valorisations, mais surtout, l'élément clé, c'est que peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles à venir du point de vue cyclique. Tu sais qu'on est confronté à une récession cyclique au niveau mondial, et on a vu, que ce soit aux États-Unis ou sur certaines... Oui, c'est en train de se stabiliser. Donc, il ne serait pas impossible que sur le début de l'année prochaine, on ait une amélioration sur les carnets de commandes des secteurs cycliques. Et donc, ça serait un facteur de soutien. Et là, ça permettrait, non seulement ça serait un facteur de soutien sectoriel pour ces valeurs-là, mais ça serait un élément favorable du point de vue de la croissance économique, puisqu'on verrait à ce moment-là que les secteurs industriels serait dans une perspective de sortie progressive de la récession par des carnets de commandes qui se reconstituent progressivement et puis des stocks. On signe voilà. Hein. Et donc ça, c'est un élément qui pourrait jouer favorablement et ça aurait une contribution pour le coup qui ne serait pas inflationniste, mais serait plutôt déflationniste parce que c'est des secteurs qui désinflationnistes, pardon, tu as raison, plutôt désinflationnistes parce que c'est des secteurs qui sont plutôt sous le coup de la déflation. Voilà, moi je signe tout de suite pour un signal comme ça, évidemment. Hein. Allez, merci beaucoup, point de vue signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Salut. Salut David.